14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Bonjour à tous, nous sommes ensemble durant ces 2 heures sur Sud Radio. Il y a des livres comme ça que j'aurais aimé écrire tant ils correspondent à ma philosophie de vie. Et c'est donc avec un grand plaisir que j'accueille aujourd'hui l'autrice de ce livre, de ce manifeste pour un érotisme existentiel. Il s'agit de Barbara Polla, et Barbara Polla vous invite à érotiser votre vie. Alors, il ne s'agit pas uniquement de sexe, mais bien de désir. Vous savez, ce fameux désir qui ne devrait jamais s'éteindre. Alors déjà, j'ai envie de vous présenter Barbara Polla parce que c'est quand même une femme assez exceptionnelle et qui a un parcours hors du commun. Alors d'abord, c'est une femme libre et féministe depuis fort longtemps. Elle est née en Suisse, un pays dans lequel elle a exercé une carrière politique tout en étant médecin et puis en élevant ses 4 filles. Barbara Polla s'intéresse aussi beaucoup à l'art, elle est écrivaine et puis surtout à plus de 70 ans, elle ne renonce absolument pas au désir. Et durant ces 2 heures, eh bien, elle va vous aider à être vous aussi dans le désir de vivre, dans le désir de chaque instant. Et c'est vrai qu'on a tendance avec le temps à oublier un petit peu cette notion d'énergie du désir. Mais tant qu'il y a de la vie, eh bien, il est possible de le retrouver, ce désir. Et si vous avez besoin de conseils, eh bien, venez nous rejoindre au 0826 300 300. Barbara Polla, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Et puis, bravo, c'est un essai aux éditions BSN Presse, avec un titre qui donne envie, manifeste pour un érotisme existentiel. Mais je crois que le premier point sur lequel j'insiste, c'est que c'est pas un livre sur la sexualité, c'est pas un livre sur le désir sexuel, c'est vraiment un livre sur l'élan vital qu'on appelle plus vulgairement le désir. Oui, en fait, le désir, c'est magnifique, c'est effectivement la source même du bonheur. Et peut-être ce qui est particulier dans ce manifeste, c'est qu'il s'agit avant tout du désir de s'émerveiller, donc du désir de l'autre plutôt que du désir de plaire. Et le désir, la fondation même de la vie, ce que Freud appelle l'éros, c'est bien de ça que vient le mot de érotique. C'est cette envie, c'est ce plaisir même à la vie elle-même. Et c'est intéressant, vous parlez de l'énergie du désir, mais ce que vous venez de dire est intéressant dans un monde actuel où on a tendance à se replier sur son smartphone, où on a tendance à avoir des amis virtuels. Non, vous dites bien qu'il faut être dans la joie de la rencontre vers l'autre. C'est vraiment, je pense, l'essentiel, c'est cette rencontre vers l'autre. Et d'ailleurs, le manifeste pour un érotisme existentiel a été écrit avec mon amie Véronique Kay. Donc déjà, de réussir à écrire à 2, on dit à 4 mains, mais en fait c'est à 2 mains, main dans la main, un manifeste où nos voix, c'est pas un manifeste à 2 voix, c'est ensemble. Et donc ce désir de la rencontre de l'autre, de s'émerveiller en fait de l'autre, d'accueillir l'autre quel qu'il soit, c'est un chemin vers le bonheur, vers la paix et vers la vie. Bien sûr, bien sûr. Vous parlez aussi de ce désir qu'il faut aller chercher dans la plus modeste des choses, c'est-à-dire dans le quotidien finalement. Bien, c'est le désir le matin quand vous vous réveillez, le désir et la joie de pouvoir se lever, le désir et la joie de pouvoir boire un café, c'est pas donné à tout le monde. Donc en fait, quand on se réjouit de chaque petite chose, de chaque instant, comme je me réjouis en ce moment d'être à Sud Radio et de vous parler à vous qui écoutez, d'être en face de Brigitte, c'est tous chaque instant en fait apporte. Il est riche de cet érotisme, de cette existence. On existe à chaque instant. Et dans chaque instant, on peut trouver cet érotisme. Il y a une très jolie phrase, la paix déserte la guerre, comme la joie déserte la frustration. Et c'est joli parce qu'en fait, oui, la frustration, on a toujours l'impression qu'on est frustré dans cette société de consommation. Au fond, non, soyons dans la joie et on trouvera toujours un moment de bonheur, quoi. C'est-à-dire que, bien sûr, il y a des choses épouvantables qui se passent dans le monde. Mais en tant que médecin,
je le sais, je veux dire, vous citez le mot de guerre, mais en fait, la guerre, c'est la mort, mais la vie, elle continue. Quand je dis en tant que médecin, ce que je veux dire, c'est que des individus meurent. Voilà. Mais la vie, elle continue. Et ça, c'est magique. C'est cette puissance de la vie qui continue envers et contre tout. Et même si l'une ou l'autre d'entre nous meurt, la vie, elle continue. Et dans les situations les plus difficiles, en fait, il y a toujours quelque chose à s'émerveiller. Je travaille avec un artiste qui enseigne le dessin à des enfants très malades. Des enfants qui parfois vont mourir. Et il me dit, mais c'est extraordinaire, certains de ces enfants, ils sourient de tout jusqu'à la fin. Et en fait, c'est là où on voit qu'il faut garder cette âme d'enfant, justement, et continuer à s'émerveiller, finalement. Hein. Oui, et on me dit souvent, mais arrête d'être une gamine, mais non. Mais non, en fait, surtout pas. On vous aime comme ça, Barbara Polla, continuez comme ça. Et une autre phrase, vraiment, j'ai beaucoup aimé ce manifeste pour un érotisme existentiel, et je suis ravie de le partager pendant 2 heures avec tous ceux qui nous écoutent. Vous dites, l'érotisme existentiel nous conduit à écouter, il ne veut pas posséder. Et ça, quand on sait que dans cette émission, on parle beaucoup de l'amour et du couple, c'est important, cette phrase. Oui, c'est très important. D'abord, l'écoute, parce que la rencontre de l'autre, c'est d'abord l'écoute. Et là, j'aime tellement ce que Luce Irigaray dit de l'écoute. Écouter l'autre, ça veut dire l'écouter vraiment, sans se dire « Ah, mais je sais ce que tu vas dire ». Non, je ne sais pas ce que tu vas dire. Je ne sais pas qui tu es, je ne sais pas à quoi tu penses. Et donc, d'arriver à t'écouter, à te recevoir, à recevoir ce que vraiment tu as à dire, que je ne sais pas, que je ne connais pas, eh bien ça fait partie des merveilles de l'érotisme existentiel. C'est d'arriver à cette rencontre-là. Et puis alors la possession d'abord c'est impossible de posséder quelqu'un. Et puis le désir de possession, eh bien lui, il amène forcément à la frustration puisque c'est impossible. Mais non, il s'agit de donner et de recevoir. Dans le sexe, quand il est beau, c'est ça qui se passe. On donne et on reçoit. Eh bien l'érotisme existentiel, il permet de transférer ce don et cette réception dans chaque instant, en fait, de l'existence. Et voilà, donner un sourire, recevoir un sourire, c'est un moment d'érotisme existentiel. Et alors, il y a une chose qui m'a beaucoup amusée aussi, et je trouve ça très très chouette, c'est vous nous encouragez à esquiver dans la vie. Et je me suis dit, ce mot est magnifique, plutôt que d'éviter, plutôt que de manipuler, vous nous invitez à esquiver. Oui, je crois que c'est dans la boîte à outils, l'esquive. C'est formidable. En fait, vous vous trouvez confronté à un problème, vous essayez de le résoudre, vous essayez de convaincre la personne en face de vous du bon chemin, mais vraiment vous n'y arrivez pas. Alors plutôt que de vous mettre en colère, eh bien on fait un mouvement de côté, un détour, et voilà, et on esquive. Et on sourit. Et on esquive. Et on esquive. Eh bien, on va continuer pendant ces 2 heures à vous aider justement à rester dans le désir ou à le retrouver. Si ça vous tente, si l'aventure vous amuse ou vous en avez besoin, vous nous appelez au 0826 300 300. À tout de suite. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Barbara Polla est avec nous et nous propose ce manifeste pour un érotisme existentiel aux éditions BSN Presse. Nathalie, bonjour. Bonjour Brigitte, bonjour Barbara. Bonjour. Alors, ravie d'être avec vous aujourd'hui. Ben nous aussi, Nathalie. Donc vous metteriez plutôt le mot libido plutôt que le mot élan vital ou désir sur ce besoin de... Alors, vous savez, la libido, pendant très longtemps, j'ai cru que c'était juste un mécanisme du corps. C'est-à-dire que tout le monde avait de la libido et que quand on avait une montée de libido, il fallait l'assouvir. Voilà. Pour moi, c'était ça. Et c'était, on prenait du plaisir ou on n'en prenait pas. Voilà. C'était quelque chose de très... mécanique.
Voilà, de très mécanique et de très succinct. Et puis, au fur et à mesure que j'évolue dans ma vie de femme, je me rends compte que j'ai des envies, mais du coup, je me dis c'est des envies, c'est pas la libido. Je n'arrivais pas trop à conjuguer un petit peu tout ça en même temps. Et puis un jour, je suis avec mon partenaire du moment, on se connaît depuis très longtemps, et puis je commence à m'ennuyer. Je commence à m'ennuyer alors que j'avais une libido, c'est-à-dire mon mécanisme du corps qui fonctionnait très bien avec mon partenaire, et arrive une espèce de lassitude. Donc il m'emmène très gentiment vers le libertinage, où là tout d'un coup, je me dis j'ai une libido qui est différente, mais je reste toujours pour moi dans un mécanisme du corps. Et puis dans mon parcours, arrive un moment où je dois subir une opération, donc on m'enlève l'utérus, et là j'ai plus de libido, et là je finis par me poser la question de me dire mince, j'ai plus de libido. Elle était cachée dans l'utérus. Mais je me dis, c'est pas possible qu'elle soit partie comme ça. Et du coup, je me suis beaucoup interrogée, je me suis beaucoup questionnée, je me suis dit que c'était pas normal, que j'étais plus une femme, que j'avais plus de désir, que j'aimais plus l'amour. Enfin on passe par plein de phases. Et puis je me suis décidée de me dire non, mais la libido, c'est aussi une énergie du désir. Ça ne peut pas être qu'une pulsion sexuelle. C'est de l'énergie qu'il faut nourrir, et il faut reprendre sa libido en main, et je crois qu'il faut aussi guider sa libido, parce que la libido, je pense qu'elle ne nous quitte jamais, mais par contre qu'il faut l'entretenir. Alors on va l'entretenir de différentes façons, Ça peut être avec des jouets, ça peut être aussi par le biais du libertinage avec différents partenaires, ça peut être aussi se rendre belle pour soi-même, parce que je pense qu'il y a une question de soi-même aussi dans la libido, c'est que pour plaire aux autres, il faut se plaire à soi, c'est de se faire des petits plaisirs en s'achetant des jolis dessous, en se prenant en photo, pour les envoyer à notre partenaire. Et donc du coup là j'ai découvert autre chose, une autre libido, on va dire. Une autre libido où je me dis, en fait, la libido ne nous quitte jamais, on l'a en nous. Et pour bien la vivre, alors des fois, il y aura forcément, des fois, on aura moins envie que d'autres, mais moi, je reste dans une libido, on va dire, assez positive. C'est-à-dire que il faut la rendre effectivement érotique, il faut la faire vivre, cette libido, et pas seulement la garder au fond de soi, ne pas la partager et juste dire, allez hop, ce soir, il faut y aller, ou on va faire notre devoir conjugal parce qu'il faut faire le devoir conjugal. Et ce n'est pas que ça. Ce n'est pas qu'un mécanisme, c'est vraiment quelque chose qui fait partie de nous. C'est un sentiment. Moi, je considère aussi que des fois la libido est un sentiment, et qu'il faut l'aimer pour pouvoir après bien l'apprécier et bien la vivre. En tout cas, vous dites déjà quelque chose d'essentiel, c'est que ça dépend aussi de nous. Il ne faut pas attendre de l'autre. Alors, libido, désir, c'est peut-être pas tout à fait la même chose, mais ce que vous dites, Barbara Polla, ça correspond assez bien à ce que vous pensez, je crois. Oui, je le sens très proche. Je pense que ce que vous dites de la libido, Nathalie, c'est très proche de ce que je pense du désir. Et puis vous avez dit au début, je cherchais à l'assouvir. Mais en fait, je crois vraiment que le bonheur, c'est le désir lui-même. C'est qu'en fait, il faut cultiver le désir, et qu'il n'a pas forcément toujours besoin d'être assouvi. C'est le fait de ressentir ce désir qui est, je pense, la chose peut-être la plus belle. Et puis, j'aimerais citer ma co-autrice Véronique Kay, quand vous disiez se faire belle pour soi-même. Pour elle, l'érotisme existentiel, c'est aussi se mettre du rouge à lèvres pour les nuages quand il n'y a personne. Donc j'aime cette idée que, en fait, le désir, il est en nous, il nous appartient, et puis il y a le monde autour de nous. Et donc, entretenir le désir en nous, je pense que vous l'avez très bien expliqué, et bravo, parce qu'effectivement, il part pas avec un organe, le désir. Là où je vous rejoins, effectivement, Barbara, c'est cette histoire très imagée du rouge à lèvres, où moi, j'en mets tous les jours du rouge à lèvres, ça c'est mon petit péché mignon, mais des fois je peux très bien me mettre du rouge à lèvres pour aller juste me balader en forêt. Alors je vais pas mais je suis sûre que les oiseaux apprécient énormément votre rouge à lèvres, Nathalie. J'en suis certaine. Et c'est vrai que tout ce qui est en nous, tout ce qui nous appartient, et notamment aussi la libido, la libido est aussi un organe presque de plaisir et de désir.
et de bonheur. Tout ça, ce sont des mots qui se rejoignent, qui font le lien. Et moi, effectivement, quand j'ai eu cette opération qui a été quelque chose de chirurgical, quelque chose d'agressif peut-être pour le corps et qui m'a fait un petit peu disparaître ce qui me rattachait aussi à cet utérus, la libido, ce genre de choses. Oui, mais Nathalie, je crois qu'il ne faut pas négliger non plus ce qui s'est passé. C'est un deuil à faire. On vous enlève l'utérus, c'est pas rien. C'est quand même un des symboles de la féminité. Donc qu'il y ait eu un moment... qu'il y ait eu un moment de nécessité d'avancer un peu en profondeur sur vous-même, c'était ce qu'il fallait faire. Et puis, vous n'avez pas abandonné, vous avez continué à laisser en vous ce désir vous animer, parce que je crois que... C'est trop bon. Parce que c'est trop bon quand on perd quelque chose comme ça. Alors, j'y ai pas mis une grosse symbolique. C'est vrai que quand il a fallu l'enlever, c'était utile, c'était nécessaire, je l'ai demandé, parce qu'il n'y avait pas d'autre solution. Bien sûr. Mais après, c'est vrai, c'est de retrouver effectivement cette partie qui nous manque. C'est le corps, il a un organe qu'on lui enlève, donc il faut remplir cet espace, qui est dans un espace assez sexué, et c'est se retrouver dans quelque chose qu'on n'a plus, et c'est se retrouver soi-même. Alors je préciserai quand même, parce que c'est important pour toutes les femmes qui écoutent. Encore une fois, l'utérus, c'est plus le symbole de la maternité que de la sexualité. Mais néanmoins, et ça c'est important que je le dise aussi, parce que beaucoup de femmes à qui on va retirer l'utérus, faites bien attention qu'on respecte bien le col de l'utérus pour que justement ça n'ait pas des influences négatives sur la sexualité future. Tout à fait, mais il faut quand même savoir effectivement qu'au niveau de la sexualité, quand on vous enlève l'utérus, il y a une baisse de libido, ça c'est indéniable. Mais c'est en fait cette baisse de libido, il ne faut pas la laisser. Elle est d'ordre psychique, elle n'est pas d'ordre hormonal. Tout à fait. Mais ça peut faire mal, parce que c'est une opération qui est quand même proche évidemment de la zone sexuelle. Donc ça peut faire mal si on reprend une sexualité trop vite, ou etc. Donc il faut prendre le temps. Mais ce que je veux dire, c'est qu'effectivement, cette libido qui tout d'un coup s'effrite, et en fait il ne faut pas la laisser aller jusqu'en bas. Oh non, il faut la reprendre et se dire non, ça c'est pas possible, ça fait partie du désir, ça fait partie de l'érotisme, ça fait partie du bonheur, ça fait partie du plaisir, et en fait il faut la ressaisir, cette libido, et la remonter. Il faut vraiment la prendre entre les mains et puis se dire mais ça c'est une partie de bonheur quelque part là, d'avoir une libido. Donc en tant que médecin, j'espère que beaucoup de femmes, en fait, à qui soit ont eu ou vont avoir devoir enlever l'utérus, vous entendent, parce que je pense que c'est extraordinairement rassurant. Et puis, et ça montre que tout est possible. C'est-à-dire que le désir, il n'est pas localisé, il n'est pas lié à un aspect physique, il n'est pas lié à un organe intérieur, il est lié en fait à notre âme, à la manière dont on regarde le monde et dont on le perçoit. Et vraiment, je pense que votre message est très précieux pour toutes les femmes qui nous écoutent ou à qui vous transmettez ce message. C'est que on n'enlève pas ni le désir, ni le plaisir, ni la vie avec un organe ou avec une perte, quelle qu'elle soit d'ailleurs, dans l'existence. On peut retrouver l'érotisme existentiel à chaque moment. Voilà, et la libido, si elle est dans notre âme, en nous, c'est qu'elle n'est pas là pour rien. Donc c'est qu'effectivement il faut travailler avec, il faut l'apprivoiser. Quand on se base juste sur une libido, on va juste dire c'est un désir sexuel, mais c'est pas que ça, c'est beaucoup plus profond. C'est vraiment se l'approprier parce que ça fait partie de notre âme. Alors après la libido, elle peut changer au cours de notre vie, mais c'est en tous les cas effectivement toujours garder le bonheur d'avoir une libido et de pouvoir l'entretenir, de se faire plaisir, de donner et de recevoir. Eh bien, merci Nathalie de ce joli message positif qui nous montre bien que vous n'avez pas perdu le désir. On va faire une petite pause et on va se retrouver pour le Love Conseil. Pouvez-vous faire confiance à votre partenaire ? Brigitte Lahaie, Sud Radio, le Love Conseil. Alors, Barbara Paula, on va parler de la confiance. Est-ce qu'on peut lui faire confiance ? Mais avant, je voulais parler de deux livres que je viens de recevoir. Alors, bien sûr, le vôtre, Manifeste pour un érotisme existentiel, aux éditions BSN Presse, qui est donc le fil rouge de cette émission. Mais je voulais parler de ce livre que je viens de recevoir, que je ne connaissais pas, de Colette, qui s'intitule « Moi, c'est mon corps qui pense ». C'est aux éditions Payot. Et je ne cesse de répéter que notre corps ne nous
ment jamais. Et c'est un très joli livre qui nous parle du corps, bien sûr, des 5 sens. Et il y a des phrases magnifiques dans ce livre. Et il y a une phrase, un chapitre que j'ai trouvé merveilleux qui s'appelle « Frôlement du bonheur ». Et ça m'a fait penser, enfin je trouve qu'il est en écho avec le vôtre, Barbara Polla, voilà. Et puis j'ai reçu à nouveau le Pur et l'impur de Colette, qui est un pur bijou, qui fait partie des livres clés justement sur le désir. Et c'est une écrivaine, j'imagine que vous aimez beaucoup aussi, forcément, qui a un talent extraordinaire et qui était une grande féministe avant l'heure. On a tendance un peu aujourd'hui, avec les nouvelles féministes, d'oublier toutes ces femmes qui ont fait avancer la sensualité et la possibilité à une femme d'être libre. Et je suis très heureuse que vous citiez Colette, parce que je trouve que certains de ses livres sont vraiment, c'est un fourmillement d'érotisme existentiel. Complètement. La série des Claudines, le rapport au jardin, le rapport quand elle est couchée dans l'herbe et puis elle regarde le dessous des arbres et le ventre des oiseaux. Je veux dire, c'est d'une sensualité extraordinaire, d'une sensualité qui n'est pas directement sexuelle, mais qui est vraiment cette sensualité de la vie, et puis le rapport aussi à la mer, très 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 sensuel, l'écriture de Colette, le langage. Oui, j'ai relu le Pur et l'impur. Enfin, j'en ai relu des passages. J'adorais Colette, mais là je redécouvre son talent d'écrivaine, ces mots comment elle jongle avec les mots, c'est extraordinaire, bien sûr. Et c'est quelque chose que nous avons aussi essayé de faire, Véronique et moi, bien sûr, sans oser, mais en rêvant pouvoir se comparer à Colette, c'est de ciseler en fait l'écriture pour qu'elle soit au plus proche de ce que nous ressentons, et que notre désir en fait de partager, parce que écrire un livre c'est un désir de partager, en fait que ce désir de partager soit convié, soit conduit vers l'autre par l'intermédiaire des mots. Mais évidemment, et vous l'avez fait très très bien, je peux vous rassurer toutes les deux, Barbara et Véronique. Alors, ce Love Conseil, la confiance, on sait que c'est important dans une histoire, hein. On peut pas être dans l'harmonie d'une relation s'il n'y a pas de confiance. Et je trouve qu'on oublie un petit peu cet aspect, mais la confiance est nécessaire pour créer un climat de sécurité et permettre une véritable intimité, parce que pour être dans la véritable intimité, il faut pouvoir se livrer vraiment encore plus, il faut oser s'engager. Et donc, voilà quelques questions que vous pouvez vous poser et vous saurez si vous êtes vraiment en confiance avec votre partenaire. Alors, premièrement, est-ce que vous pouvez vraiment lui confier quelque chose d'assez secret ? Si vous répondez oui, tout va bien. Si vous répondez non, c'est embêtant. Est-ce que vous pouvez à peu près tout lui dire sans vous sentir jugé ou critiqué ? Dans les moments difficiles, est-ce que c'est vers lui que vous allez avoir envie de vous tourner assez rapidement ? C'est important. Est-ce que votre partenaire connaît vos fragilités, vos peurs, et est-ce qu'il sait vous rassurer sur vos fragilités et vos peurs ? Faudrait-il encore que vous ayez osé lui confier ? Mais si vous n'osez pas lui confier, il faut d'abord savoir si c'est parce que vous n'osez pas vous-même vous confier à quelqu'un, hein, bien sûr. Bon, bref, répondez oui à toutes ces questions, c'est formidable. Sinon, voyez ce que vous pouvez peut-être améliorer pour que le climat de confiance dans votre couple soit plus fort. C'est important. Vous voulez réagir, non ? Oui, alors, je vais réagir en disant que le fait de ne pas être entièrement en confiance, en fait, dépend avant tout de la confiance que nous avons en nous-mêmes, je pense, et que celle-ci n'est jamais totale. Donc, dans une relation la plus intime qui soit, il y a toujours, je pense, une partie de crainte, et que c'est pas grave. Et que c'est pas grave si on reste un peu craintif, où on sait pas exactement où on met les pieds. Je pense que ça fait partie aussi de ce désir de connaître l'autre, l'impossibilité de le connaître toujours entièrement, l'impossibilité de savoir exactement qu'est-ce qui va se passer après. Donc, en fait, cette insécurité-là, ce moment de déséquilibre où on se met
à nu dans tous les sens du terme, en fait, je pense qu'il fait aussi partie de la relation. Et bien sûr, c'est parce qu'on fait suffisamment confiance qu'on peut assumer cette inquiétude, mais je crois que l'inquiétude, elle fait partie aussi. Oui, mais il y a inquiétude et inquiétude. Oui, bien sûr. Il faut quand même qu'il y ait bien sûr. Mais, suffisamment de confiance pour que la relation soit sécurisante. Pour qu'on puisse vivre. Après, on a le droit de vivre des relations qui ne sont pas sécurisantes, mais si on veut vivre une relation sécurisante, il faut quand même qu'on puisse parler à l'autre sans être jugé, sans être critiqué, et qu'on ait envie de lui confier des choses très, très intimes. Oui, et puis qu'on ait aussi envie de les recevoir, qu'on puisse écouter. Mais il me semble qu'il y a toujours... Enfin, l'autre reste l'autre. Et donc, surtout si on n'a pas entièrement confiance en soi, comment peut-on faire entièrement confiance à l'autre ? Bon... Évidemment, mais on est quand même dans des relations qui sont censées être basées sur un engagement et donc une confiance. Je ne parle pas des relations plus épisodiques qu'on peut avoir quand on est dans le désir, évidemment. Vanessa est avec nous. Bonjour Vanessa. Bonjour à tous les auditeurs et bonne année à tout le monde. Merci Vanessa, bonne année à vous aussi. Donc en ce moment, vous êtes un petit peu peut-être en perte de désir, c'est ça ? Mais en fait, je pense que c'est dû au fait que chez moi, en fait, j'ai fait du théâtre pendant quelques années et du coup, j'ai un petit peu oublié mon environnement le plus près, qui est ma maison, mon jardin. J'ai tout oublié, j'ai tout laissé et c'est le bordel. Et depuis que c'est le bordel, franchement, je me dis mais non, faut pas que j'aille parce que je suis célibataire libertine, hein, donc voilà, je m'interdis d'aller batifoler pour me dire mais non, il faut que je reste à la maison, que je range ma maison. Mais du coup, comme je reste à la maison à vouloir ranger, mais je sais pas par quel bout prendre tout ça, et ben du coup je reste déprimée dans mon canapé et je sors plus et voilà, je sais plus quoi faire. En tout cas, vous traversez une phase qui parle de vous et qui certainement fait écho à quelque chose que vous avez traversé et qui n'est peut-être pas encore tout à fait élaboré. On va dire qu'effectivement en 2020, et c'est un petit peu après que j'ai commencé le théâtre, j'ai eu une rupture assez houleuse qui a fini au tribunal. Donc on va dire que c'est à la suite effectivement de tout ça que tout a commencé à se dégrader effectivement. D'accord, donc vous vous êtes jeté dans le théâtre, si je comprends bien, après, hein, c'est ça ? Pour vous sentir bien et pourquoi pas, c'est quelque chose c'est une fuite positive, hein, si je puis dire. Quand on traverse quelque chose de difficile, soit on déprime, soit on court vers quelque chose qui nous permet de tenir debout. Donc visiblement vous avez choisi la bonne, si je puis dire, la bonne optique, mais là vous avez le contre-coup en quelque part. C'est maintenant que vous avez peut-être une petite déprime. Mais peut-être parce que du coup, en étant tout le temps au théâtre, vraiment, j'ai tout laissé à l'abandon chez moi. Et moi qui suis à la base de quelqu'un de très organisé, ordonné, là, c'est le bordel. Et du coup, ça fout le bordel dans tout. Voilà. Mais... je pense que le feng shui est une bonne optique. On parle d'être bien chez soi, mais du baume dans la vie, et je pense que là je suis en pleine dedans, quoi. Oui, ce que vous dites m'évoque le rapport entre l'intérieur et l'extérieur, l'intérieur de soi qui est votre intérieur chez vous, et puis le monde extérieur qui est effectivement le théâtre du monde. Mais visiblement vous êtes sensible à l'ordre, là tout n'est qu'ordre et beauté, luxe, calme et volupté, et peut-être que sans vouloir en fait quitter ce bordel, parce que le bordel il est vivant aussi, mais peut-être que vous pouvez y rechercher la beauté, et que la beauté dans votre environnement, sans forcément justement le rendre par trop ordonné, pourra vous apporter à la fois du bonheur, du plaisir, et puis suffisamment de force pour retourner à
à l'extérieur et profiter de l'extérieur. Et puis ce que vous disiez sur la rupture houleuse que vous avez vécue, ça me ramène à ce que disait Brigitte à l'instant sur la confiance. Oui, la confiance en soi d'abord et puis en la relation, la possibilité de la relation. C'est évidemment très important. Je crois qu'il faut être patiente, Vanessa. Vous peut-être vous donner des petits objectifs simples pour remettre un peu d'ordre à la fois dans votre vie et puis dans votre maison. Mais soyez plus indulgente avec vous-même. Et puis peut-être les petits plaisirs du quotidien. Le désir, c'est aussi sur des petites choses. Regardez par la fenêtre. Oui, ça c'est un plaisir parce que j'ai beaucoup d'oiseaux chez moi et ça c'est le seul plaisir que je m'offre quotidiennement tous les jours, c'est regarder par la fenêtre tous ces petits oiseaux qui viennent me voir. Oui, mais vous aussi, il va falloir un jour vous renvoler à nouveau vers la vie. Oui, tout à fait. Non, mais je crois que c'est vraiment important que vous ayez un peu d'indulgence avec vous-même. Vous avez le contre-coup, je crois, ça paraît assez clair. Mais cette rupture, elle vous a pas anéanti, elle a fait mal, elle vous a obligé à prendre à faire du théâtre, et je pense que le théâtre vous a certainement apporté beaucoup dans une capacité d'avoir une meilleure confiance en vous, une meilleure estime de vous-même, et je pense que ça vous aidera aussi dans les rapports aux autres. C'est très bien le théâtre pour tout ça. Et puis maintenant, vous allez tout doucement penser vraiment cette blessure plus lentement, tranquillement, et soyez confiante. Je pense que vous avez su surmonter la rupture, mais vous n'avez peut-être pas suffisamment pris le temps d'être triste et de souffrir un peu plus réellement en profondeur. Et dans notre manifeste pour un érotisme existentiel, on utilise beaucoup cette phrase qui en fait vient du sublime cantique des cantiques qui est « va vers toi-même ». Et c'est peut-être cela que vous essayez de faire en ce moment, c'est d'aller vers vous-même. Alors que le chemin soit beau. C'est possible parce que j'envisage même de changer de métier qui commence aussi. C'est vrai que j'ai un peu tout, un petit tout. Même le métier, j'ai envie de changer parce que je trouve que ça me convient pas tant que ça. Oui, mais voilà. Soyez vraiment confiante avec vous-même et indulgente. Vous savez, quand on est dans des périodes comme ça de changement, de bouleversement et d'envie de changer, ça prend du temps. On aimerait bien que les choses se fassent du jour au lendemain. C'est toujours très long, ces périodes. Et puis, il faut laisser du temps au temps. Et puis, chaque jour suffit sa peine, mais chaque jour, un peu de désir et de plaisir, c'est nécessaire aussi. D'accord ? Oui, tout à fait. Très bien, merci pour le conseil. Je vous en prie, merci Vanessa. On fait une petite pause et on continue à parler du désir dans un instant sur Sud Radio. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Barbara Polla est avec nous et nous parlons de ce manifeste pour un érotisme existentiel. C'est un essai qui est sorti aux éditions BSN Presse dans lequel vous évoquez surtout la nécessité de maintenir notre désir vers nous-mêmes, notre désir vers les autres. Moi, je fais un peu j'aime bien la comparaison avec l'élan vital qui me semble être cette sorte d'énergie qu'a d'ailleurs le nourrisson, pour sortir du ventre de sa mère. Il faut un sacré élan vital et c'est ce désir de vivre qui, dès le départ, nous anime, sinon on ne serait pas là, et qu'on perd parfois, malheureusement, au fil du temps. On le perd souvent parce qu'il nous semble que le réel n'est pas à la hauteur en fait de ce qu'on souhaiterait. Juste, ouais. Et c'est pour ça que le sous-titre du manifeste, c'est poétiser le réel. L'idée, c'est que, en fait, très souvent, on peut pas changer le réel. Le réel, il est le réel, il est ce qu'il est. Et en fait, au lieu de s'effondrer en lui parce qu'il n'est pas ce que nous voudrions, l'idée c'est de ramener aussi le désir dans le réel, en poétisant le réel, en regardant dans le réel, même si
à un moment donné, sous des angles minuscules, là où le désir peut se développer, peut fleurir, peut s'épanouir, peut nous surprendre, nous étonner, nous émerveiller. Et d'ailleurs, vous dites bien, hein, dans votre première phrase, dans le prélude, l'érotisme existentiel est un manifeste pour enchanter le réel. Et donc, on enchante les auditeurs, n'est-ce pas, Jérôme? Bonjour. Bonjour Brigitte. Et Barbara qui est avec nous. Bonjour. Oui. Bonjour Jérôme. Bonjour. Bonjour à Brigitte, bonjour à Barbara. Alors. Donc vous voulez bien sûr maintenir le désir chez vous pour que vous soyez toujours dans cet élan vital, hein, c'est bien ça? Oui, c'est alors un élan vital, peut-être pas au mot vital, mais un élan alors c'est loin de la survie, mais un élan de joie, de vie, mais vital à ce point-là. On peut pas dire ça comme ça, mais on pourrait dire juste que c'est comment on pourrait dire ça, un élan. Ça donne un sens à la vie, quoi. Voilà, quoi. Mais quand vous parlez de ce désir-là, vous voulez parler de votre érection? De l'acte sexuel, de l'acte de l'érection, bien sûr, oui. Absolument, oui, bien sûr. Et ça, c'est intéressant d'avoir un homme là qui témoigne, parce que moi je sais, pour les avoir entendus depuis si longtemps, les hommes, lorsqu'il y a des vraies pannes d'érection, et on parle plus d'impuissance, mais enfin le mot était quand même utilisé, pas si à mauvais escient que ça, l'homme se sent en effet un peu abattu, enfin en tout cas. Plus faible, oui. Oui. Mais vous savez, je ne suis pas passé par là parce que je touche de bon ne pas y passer, mais quelqu'un qui malheureusement se fait opérer de la prostate, parce que ça arrive à un certain âge, ça peut arriver à certaines personnes. Alors vous savez ce que disent notamment Vincent Hupertan, qui est sexothérapeute mais également urologue, hein, il dit tout homme connaîtra un jour ou l'autre une panne d'érection. Hein. Je suis désolée de vous l'apprendre, Jérôme, mais préparez-vous, il faut vous y préparer. Hein. Mais c'est pas grave, il y a des solutions, hein, et puis c'est parfois juste une panne, hein, et ça revient. Alors une panne, mais je pense qu'à un moment donné, à un certain âge, nos anciens nous diraient qu'il faut pas passer à côté de certains actes, etc. Parce que ça dure qu'un temps. Mais qu'un temps, c'est joli. Déjà 70 ou 80 ans, il y en a bien qui tapent, il y en a bien qui arrivent certainement à 70-80 ans avec une belle érection, encore certainement moins fougueuse qu'à leurs 20 ans. Mais oui, mais je trouve que et merci de témoigner en tant qu'homme et de parler de l'érection, parce que peut-être qu'il faudrait aussi que aujourd'hui où les hommes peuvent vivre jusqu'à 100 ans, comprendre que le désir, c'est aussi le désir d'être avec, de toucher le corps de quelqu'un d'autre. Enfin, c'est pas unique. Différent, on peut certainement, oui. Vous voyez, c'est pas qu'un acte. J'ai écrit il y a une dizaine d'années un livre intitulé Éloge de l'érection. Donc en fait, l'érection, je trouve que c'est quelque chose de magnifique. C'est quelque chose de fragile. C'est oui, l'élan vital, et c'est grâce à l'érection que, en fait, les hommes donnent la vie. On dit toujours que les femmes donnent la vie. Oui, bien sûr, elles portent l'enfant, elles le mettent au monde, mais au départ, c'est l'homme qui donne la vie, et c'est grâce à l'érection. Mais dans ce livre, Éloge de l'érection, en fait, on parle pratiquement pas de sexe. On parle de l'érection qui consiste à être fier, à créer, à avoir envie. On parle d'érection architecturale, de la construction. On parle de l'érection, en fait, d'une vie, en sachant d'ailleurs que nous, les femmes aussi, nous avons des érections ou pas. Mais donc, l'érection, elle est le symbole de cet élan vital. Mais je pense que l'élan vital est l'essentiel, et l'érection en est une manifestation magnifique, mais l'élan vital, il peut survivre en fait à l'absence de l'érection. Et voilà, les deux choses vont ensemble, et je suis très heureuse que vous nous en parliez, Jérôme, mais peut-être vous voulez en dire davantage encore. Oui, est-ce qu'on peut, Brigitte, oui. Est-ce que, Brigitte, votre invité, bien sûr, est-ce qu'on peut comparer un manque de désir, d'érection, une perte chez la femme?
si on pouvait comparer chez la femme, ce serait quoi? Si l'homme n'est plus érectile, n'a plus de désir, etc. Est-ce que vous pensez... Alors, je crois que si on fait juste une comparaison sexologique entre l'érection et quelque chose chez la femme, on fera la comparaison entre la lubrification et l'érection. On dira que la lubrification, c'est l'équivalent de l'érection chez l'homme. On ne parlera pas de l'érection du clitoris parce qu'elle est assez ridicule par rapport à l'érection de la verge. En revanche, votre question, elle est très intéressante parce que, en effet... Oui, elle est... Excusez-moi, je vous en prie, allez-y. Aux hommes, vous pensez aux femmes, et est-ce que c'est vital aussi chez la femme? C'est ça aussi, pareil, quoi, l'inverse, quoi. Eh ben, je crois pas que ce soit vital chez la femme comme ça l'est chez l'homme, en admettant que ce soit vital chez l'homme, parce que bon, vous n'allez pas non plus mourir si votre érection n'est plus là, hein. Rassurez-vous. Oui. Mais c'est pas si important chez la femme. D'abord parce que très très jeune, vous êtes en relation avec votre érection, donc c'est quelque chose qui fait pratiquement partie de vous, tandis que nous, notre lubrification, faut aller la chercher, hein, quand on est faut aller mettre les doigts dedans, si je puis dire. Oui. Donc, vous voyez, donc déjà, et puis ensuite, c'est très, enfin, je veux dire, dans les, vous êtes aussi spécialiste dans l'art, Barbara Polla. Je ne vais pas vous apprendre à quel point le phallus est dans les statues, dans les tableaux, enfin, on le voit partout depuis la nuit des temps, le pénis en érection, ou en tout cas le pénis présent, et donc tout ça est très très marqué dans votre inconscient collectif en tant qu'homme. Tandis que chez la femme, d'abord, osons le dire, il y a beaucoup plus de femmes qui sont dépressives que d'hommes. Donc ce désir, quand on est dépressif, ce désir il est endormi, il est éteint, hein. Donc qu'est-ce qui serait comparable chez la femme? Je laisse la parole à Barbara Polla parce que franchement j'ai du mal à trouver la réponse. Je pense que c'est peut-être une féminité globale. Vous savez, la difficulté que je vois à cette comparaison, c'est la manière dont on est éduqué, et en tant que femme, on est éduqué beaucoup à plaire encore aujourd'hui, et en fait à être regardé. Donc peut-être une des parties de la perte de l'érection féminine, je mets ça entre guillemets, c'est quand plus personne ne nous regarde, quelque chose comme ça. Je pense que c'est important. Et puis finalement, c'est vraiment une question de vie, de bonheur de vie. Je veux dire, même si vous n'êtes pas en érection, vous êtes un homme, vous créez des choses. Et quand, en fait, j'ai interrogé beaucoup d'hommes de savoir ce qui les fait hommes, eh bien, jusque vers 50 ans, tous m'ont répondu que c'était le corps et donc le sexe, bien sûr, c'est ça qui nous fait hommes. Mais après, beaucoup d'hommes ont répondu, c'est de planter des arbres, c'est de faire vivre des forêts, c'est de construire des projets. Donc toujours une question de gland, quoi. Voilà, oui, bien sûr, des forêts de chênes, absolument. Et voilà, et je pense que la question, le fait que les femmes soient plus fréquemment dépressives, est-ce que c'est parce qu'en fait leur désir diminue qu'il y a plus de dépression chez les femmes, ou c'est parce qu'elles sont plus dépressives qu'il y a une baisse du désir? Mais faisons vivre le désir chez les hommes, chez les femmes, dans les forêts, avec ou sans érection. Le désir, c'est la vie, et l'érotisme existentiel, c'est ça, c'est de le faire vivre à chaque instant. Bon, et ben voilà, merci en tout cas, bravo Jérôme, parce que vous nous avez fait réfléchir toutes les deux et votre question était tout à fait pertinente et je vous en félicite. On fait une petite pause, on continue à parler du désir avec Barbara Polla qui est tellement convaincante. On se retrouve tout de suite après les infos.
14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Barbara Polla est toujours avec nous. Nous allons continuer à vous envoler vers le désir grâce à elle, grâce à ce manifeste pour un érotisme existentiel. C'est aux éditions BSN Presse. C'est un joli petit livre, je le dis, je le redis. Et je vous invite vraiment à vous le procurer parce que ça vous permettra. Vous lisez une petite page, vous pouvez même la lire en couple et ça va vous donner envie d'avoir envie. Voilà. Christophe, bonjour. Bonjour Brigitte, bonjour à votre invité. Bonjour. Barbara Polla qui est avec nous. C'est vrai qu'elle ne vient voilà. pas souvent parce qu'elle vit en Suisse, mais elle est là et on profite de sa présence. Eh bien, merci à vous d'être là. Et il me tente de lire votre petit livre. Vous le trouverez notamment à la librairie EXC en face de la Maison de la Poésie. Oui, mais et sur Internet, bien sûr. Tout le monde ne vit pas à Paris, non, Barbara. c'est vrai. Non, je vous assure, nous avons beaucoup d'auditeurs partout en France. Et Exactement. Et là, je suis dans un petit village du Lot-et-Garonne en ce moment. Oui. Ah oui. Donc, alors, Internet, ce sera très bien. Je crois. Hein, je crois que ce sera plus facile que voilà. Alors, Christophe, qu'est-ce que vous nous racontez, vous ? Ben, moi, je voulais vous parler du désir qui avait disparu sur une période de ma vie. Ça a duré sur presque 2 ans. Vous étiez un peu dépressif ? Suite à un accident, ça a réveillé des traumatismes de l'enfance, une amnésie traumatique, comme on dit, qui a bousculé plein de choses. Et une forme d'état dépressif, voilà, hein, on va parler comme ça. Alors, je ouais. précise, hein, le désir n'est jamais mort, mais il s'était... endormi. Plus qu'endormi, c'était le calme plat. Oui, bien sûr. Plus d'érection. Bien sûr. Voilà, avec mon épouse, ça fait plusieurs années qu'on est mariés. À l'époque, ça faisait ça fait 10 ans de ça que ça m'est arrivé. Ouais, donc ça faisait 15 ans. Mais plus rien du tout. Voilà, plus d'envie, plus de désir, même pas envie. Alors moi de me faire plaisir et donc de faire plaisir à l'autre. Ça a été douloureux, compliqué, alors que moi j'ai toujours eu une libido importante. Dès l'adolescence, le réveil des pulsions a été fort pour moi. Et là, ça a été pendant 1 an et demi, le calme plat. Et c'est inquiétant. Parce que effectivement, la vie de couple, c'est plus la même, quoi. Ne plus avoir de désir pour mon épouse ou pour qui que ce soit d'autre. C'était même pas, plus de désir sexuel. Que ça soit, alors moi j'aime la littérature érotique, mais plus rien ne m'excitait. Les images, pas du tout. Rien. Oui, donc vous étiez vraiment en dépression, là, c'est clair. Hein. Ouais, exactement. Et votre femme l'a compris, l'a accepté, ça, ou est-ce que c'était compliqué pour elle aussi de... Alors ça a été compliqué au début, puis je me suis arrêté de travailler, parce que c'était vraiment trop violent. Et donc elle a entendu, elle a accepté, elle m'a accompagné, elle m'a soutenu. Parce que j'ai fait pas mal de démarches thérapeutiques. J'imagine, vous avez même dû être suivi médicalement, je pense. Tout à fait, voilà, exactement, pendant plusieurs mois. Alors, je sais que vous êtes médecin, Barbara Polla, c'est important hein, quand il y a réellement une dépression assez forte, comme ça semblait être votre cas, Christophe. C'est important peut-être, bien sûr, de se faire aider mais par un thérapeute, mais également de prendre des médicaments pour ne pas sombrer encore plus. Hein. Oui, bien sûr, mais des médicaments qui soient prescrits, bien sûr, médicalement par quelqu'un qui vous connaît, qui vous suit. Et l'association, en fait, de la prescription médicamenteuse avec une prise en charge de type psychologique, c'est évidemment l'idéal. Et vous parliez de traumatisme de l'enfance qui remonte. Les médicaments ne corrigent pas les traumatismes de l'enfance, mais en revanche, ils donnent la force de les aborder quelquefois. Exactement, et puis c'était... Alors moi j'ai fait pas mal de techniques parce que avoir mal c'est pas normal pour moi, quelle que soit la douleur physique ou psychique, etc. Et donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai découvert la EMDR. Alors je ne sais pas si vous connaissez, et ça a permis de remettre les choses à leur plat, place. Les choses, exactement, voilà. C'est exactement le principe de l'EMDR, hein, d'ailleurs. C'est un côté presque magique, si je me permets de dire ça. C'est étonnant, voilà. Hein, oui. C'est surprenant, voilà. Alors moi j'ai eu besoin de 5 séances pour vraiment poser les choses et mettre à distance.
Voilà, tout ce réveil de trauma de l'enfance, quoi. Mais vous semblez quand même être quelqu'un qui n'était pas trop fragile. Alors après, je ne sous-estime pas la violence de votre trauma, hein, mais on sent quand même chez vous. D'ailleurs, il y avait une bonne libido avant ce choc. Ouais. Hein. Oui. Après, j'ai reçu beaucoup d'amour et je crois que ça c'est important. Voilà, j'ai une maman très aimante, qu'il a été un peu trop à une époque, donc il a fallu que je parte pour mettre la distance. Mais cet amour que j'ai reçu enfant, voilà, et je parle d'un amour inconditionnel avec un grand A, ça a permis de me construire et de m'aider à ce que je suis aujourd'hui. Effectivement, je suis assez solide. Oui, il y a un pilier quand même fort chez vous qui certes, à un moment donné, a été un petit peu envahi par des traumatismes qui sont réveillés, que j'avais complètement occultés de ma mémoire, ils sont revenus. Et ça a vraiment entraîné quelque chose sur ma libido profondément. Après, ça m'a permis de comprendre pourquoi je préférais ça, pourquoi j'allais dans telle chose, pourquoi j'ai recherché nos limites à un moment donné dans ma vie personnelle. Et avec mon épouse, c'est là aussi où c'est important, je le dis, parce que j'étais pas tout seul. Oui, bien sûr, elle a été présente et elle a attendu que vous alliez mieux. Mais vous savez, Christophe, moi je dis souvent que parfois dans la vie, c'est justement ce qu'on traverse de très difficile qui nous fait nous obliger à mieux nous connaître et finalement ensuite on est peut-être plus avec soi-même. Hein. Oui, je pense aussi. C'est quand ça va pas bien que on s'aperçoit et on réalise que quand ça va bien, quand ça va bien, tout roule, on pose pas de questions. C'est quand ça va mal que là, qu'est-ce qui se passe? Là, quand on met le doigt sur quelque chose de douloureux, et quels que soient les domaines, qui nous fait avancer, qui nous fait réfléchir. J'aime bien dire, je grandis tous les jours, j'apprends tous les jours quelque chose. Mais peut-être qu'aujourd'hui, vous êtes encore plus apte à profiter des désirs de la vie, à vous émerveiller qu'avant, parce que vous en connaissez le prix. Exactement, ça a rajouté, j'allais dire, du plaisir à chaque instant de la vie et du présent. C'est magnifique ce que vous dites. Alors que vous disiez, je n'avais même plus envie de me faire plaisir, et là, vous dites que chaque instant rajoute du plaisir à l'autre, c'est merveilleux. Merci, mais c'est ce que je vis. Donc, et puis le partager, c'est bien aussi. C'est-à-dire que quand on est dans un état dépressif, on est tout seul dans son coin, on ne veut partager rien avec personne. Ça a été un enfermement pendant presque un an. Voilà, et puis quand on commence à aller mieux, on s'ouvre aux autres. Mais c'est une grande souffrance, hein, la dépression. C'est une maladie. Oui, c'est une vraie maladie. Osons dire les choses, c'est une maladie. Et donc, il faut pas le prendre ça à la légère. Je trouve qu'on a encore trop tendance aujourd'hui, je le dis pour ceux qui nous écoutent et qui vivent peut-être avec quelqu'un ou qui ont quelqu'un de proche qui est dépressif, il ne faut pas prendre ça à la légère. C'est une vraie maladie. Quand on a mal quelque part dans le corps, on va voir le médecin. Quand on a mal à l'âme, les médecins sont aussi là pour ça, bien sûr. Et c'est une souffrance souvent plus aiguë encore. Mais heureusement, vous n'êtes pas là en ce moment et c'est très beau ce que vous nous dites. Merci beaucoup. Oh, merci à vous. Voilà, non, je voulais juste partager ce moment-là et dire qu'à quel point la libido, le plaisir. Alors moi, je suis en couple avec mon épouse depuis 26 ans. Voilà, ça fera 27 ans dans un mois qu'on s'est embrassé pour la première fois. Il y a eu des hauts, il y a eu des bas, et ça fait partie des bas. J'adore parce que vous parlez de la première fois où vous vous êtes embrassés. Voilà de l'émerveillement. Oui, c'est... oui, mais vous auriez pu dire qu'on s'est rencontrés ou qu'on s'est mariés. Non, qu'on s'est embrassés. Ouais, c'était le 6 février 97, donc voilà. Donc, peu importe. Mais si, ça importe beaucoup. Bonne fête le 6 février. C'est bientôt. À vous et votre épouse. Oui, c'est pour ça que je dis que c'est dans quelques jours. C'est pour ça que ça me fait rire, la Saint-Valentin à côté, quelques jours après. Vous, votre Saint-Valentin, c'est le 6 février, j'ai bien compris. Exactement, voilà, mais c'est ça. Eh bien, écoutez, n'oubliez pas de l'embrasser ce jour-là, mais je crois que c'est pas la peine de vous le dire. Oui, j'oublierai pas, merci beaucoup. En tout cas, je voulais vous souhaiter des meilleurs vœux pour cette année. Merci. Voilà, de belles choses à vous toutes les deux, et puis pour tous les gens que vous aimez. Et bonne lecture à vous. Merci beaucoup. Merci Christophe. On fait une petite pause, Barbara Polla, et on se retrouve dans un instant. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio.
Barbara Polla est avec nous. Elle nous invite à cultiver le désir, à le laisser en nous tout le temps, pour du matin au soir, de la nuit, tout le temps. Et c'est dans cet essai manifeste pour un érotisme existentiel que vous nous donnez toutes les pistes et les outils aussi, parce qu'il y a des outils aussi dans ce petit manifeste aux éditions BSN Presse. Et on retrouve Magali. Bonjour Magali. Bonjour Brigitte, bonjour Barbara. Bonjour Magali. Bonjour. Bon, déjà vous avez une voix qui respire le désir, ça va. Oui, ça n'a pas été un travail ça n'a pas été un travail facile. Je dirais qu'en fait, j'ai cultivé ce désir bien malgré moi depuis toute jeune en fait, parce que Pourquoi bien malgré moi? Parce que j'ai pas fait ça exprès. C'est curieux comme expression, non? Vous ne trouvez pas, Barbara Polla? Non, racontez-nous. En fait, quand j'étais très jeune, je préférais fuir un peu le monde de ma famille, et en fait, j'ai réussi à m'échapper dans mon imaginaire. Et du coup, dans mon imaginaire, j'ai pu avoir tous les désirs, tous les plaisirs que je voulais, et je me suis vite aperçue que finalement, il n'y avait pas de limite chez moi. Je rêvais de devenir quelqu'un d'important. Après, j'ai rêvé d'avoir des tas d'amis. Enfin voilà. Mais vous dites une chose essentielle, Magali. Il faut rappeler, c'est un concept un peu psy, mais qui pour moi me paraît tellement évident. Les deux manières d'être heureux dans la vie, c'est de continuer à pouvoir imaginer dans les moments, notamment dans les moments difficiles. Je suppose que dans votre enfance, il y avait des moments où vous n'étiez pas très heureuse, et donc vous partiez dans vos rêves, dans votre imagination. Et puis la capacité aussi à faire des deuils, parce que de toute façon dans la vie on est obligé de faire des deuils. Et si on a ces deux capacités-là, on s'en sort toujours. Et donc vous avez visiblement déjà la capacité à imaginer. Donc vous avez un sacré atout, et c'était pas bien malgré vous, c'était une manière de vous sauver de quelque chose qui n'était peut-être pas tout à fait satisfaisant. C'est ça. Parce qu'en fait, j'en ai pas eu conscience. C'est avec le temps. Et puis, avec le temps, après, quand j'ai pu avoir, par exemple, mon travail, je me disais que j'avais beaucoup de mélancolie en moi. Et quand j'étais dans cet imaginaire, en fait, j'arrivais à m'en échapper en m'imaginant des choses merveilleuses. Et puis, cette mélancolie qui me suivait, en fait, quand j'ai rencontré des gens dans mon travail, mais qui me faisaient rire. Et en fait, quand je riais, je retrouvais ce désir en moi. La joie, en fait, pouvait vite me transporter dans un univers où tout de suite je pouvais switcher de la mélancolie ou du vague à l'âme, je savais pas trop dire, et retrouver dans la joie ça. Donc en fait, avec le temps, avec des expériences, avec des rencontres, j'ai pu réattacher en fonction de mes âges des choses qui venaient à moi pour me réancrer dans ce désir que j'avais de vivre heureuse. Je voulais pas, quand je me regardais, ou même encore maintenant, ça m'arrive, quand je me regarde, je me trouve que des fois la vie elle est pas facile, elle est difficile, on se projette dans des choses où finalement c'était pas le chemin, mais on s'est fourvoyé, mais c'est pas grave, on a continué d'avancer, vous traversez toujours des sourires dans la vie, et en fait, fonction du temps que je traversais, je me suis raccrochée d'abord au sourire des gens, ensuite on pourrait dire, Magali, que vous poétisez le réel, et c'est le sous-titre du livre de Barbara Polla. Vous êtes toujours en train de poétiser le réel, au fond. C'est ça. Et puis la joie, c'est magnifique, c'est une chose très sérieuse en fait. La joie, et la joie, c'est vraiment quelque chose qui se cultive. Et vous l'avez dit, c'est le premier mot que vous avez dit cultiver. Et en fait, la joie, il faut la cultiver, et il faut se rendre compte que c'est quelque chose d'essentiel. Alors elle peut venir du rire, elle peut venir en fait de la contemplation du monde, de la transformation du réel tel qu'on le voit, tel qu'il est. Et il est souvent très difficile et très dur, mais de la transformation du réel par la vôtre imaginaire. C'est ça.
Est-ce que je peux vous raconter Cultiver une la histoire joie. qui s'est passée ce matin? Oh, bah, En fait, volontiers, Magali. Oui, Allez-y. je suis allée, j'adore courir en forêt. Alors je suis allée courir ce matin en forêt, il pleuvait. Et je me suis abritée près d'un grand arbre, voilà, parce que je les sens vibrer en moi. Et en fait, je levais ma tête et en fait, je voyais les gouttes du ciel tomber sur ces branches, puis sur moi. Et de temps en temps, une grosse goutte bien lourde tapait mon visage. Et vous voyez, comme ce truc-là, ça paraît comme ça, détaché de la réalité, mais, j'avais comme une prise de conscience quand je fais ça, entre l'eau, la vie et ce qui m'entoure. Et je suis contente quand vous dites qu'au-delà des rires, il y a d'autres choses que j'arrive à percevoir, comme ça, de façon naturelle, dans quelque chose qui est que de l'eau, que l'arbre. C'est magnifique ce que vous racontez. Oui, mais c'est très très beau. Moi, ça m'évoque. C'est comme si vous avez été capable ce matin de faire l'amour avec le monde, en fait, de recevoir en vous et sur vous la beauté du monde. On parle. C'est intéressant, cette émission, elle est pleine d'arbres. Elle est pleine d'arbres. Et si vous voulez, cette idée de l'eau qui tombe sur vous, c'est l'eau du ciel, c'est l'eau du monde. Et l'érotisme existentiel, c'est vraiment ça. C'est cette idée de se mettre en écho avec la beauté du monde, avec la nature. Et d'une certaine façon, c'est ce qui vous est arrivé ce matin. Et ce qui est beau dans votre dans ce petite histoire que vous nous racontez, c'est que c'est vraiment la rencontre du masculin et du féminin, parce que l'arbre, c'est par essence quelque chose de masculin, de phallique. Enfin, c'est le pénis en érection, et la goutte d'eau qui vient qui vous envahit, si je puis dire, c'est le féminin au sens le plus profond. L'eau, c'est du féminin, et l'arbre, c'est du masculin, vous voyez, donc c'est magnifique, parce que vous avez écrit un poème ce matin, vous avez vécu un poème. Ouais. Parce que encore, je trouve en moi, malgré mes 50 ans, je trouve que j'ai beaucoup parfois de tristesse en moi. Et donc, du coup, c'est pour ça que je vais chercher ça en forêt, cet élan qui me percute, au-delà ça me percute. Ça me ramène à la réalité peut-être, mais est-ce que c'est parce que j'arrive à ressentir ces choses fortes avec la nature que je suis aussi dans la forte sensation d'avoir du vague à l'âme beaucoup en moi? Oui, mais vous savez, je crois que quand vous avez la capacité à être tant que ça en relation avec la nature, et là vous nous l'avez prouvé, vous êtes dans la vie. Quoi qu'on en dise, la nature c'est la vie, et à cette époque de l'année où la nature est tellement entre guillemets morte, parce qu'elle est loin d'être morte, elle est juste endormie, eh bien, vous avez quand même réussi ce matin à sentir la vie de la nature. Donc, vous avez cette force en vous, et je pense que cette mélancolie dont vous parliez, c'est de la tristesse, de choses qui ont certainement été un peu tristes dans votre enfance. Voilà, bon, et ben ça fait partie de votre vie, c'est ce que vous êtes, mais vous avez cette force en vous, donc il n'y a pas de souci. Ne vous inquiétez pas, cette mélancolie, elle fait aussi votre charme, parce que c'est grâce à cette mélancolie que vous êtes capable aussi d'être dans l'empathie vis-à-vis des personnes qui sont parfois malheureuses. C'est pas grave. C'est à double tranchant, je dirais, parfois. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça, parce qu'effectivement, je suis proche. Alors, c'est sûr qu'émotionnellement, je suis proche des gens assez rapidement qui sont sensibles, mais c'est aussi quelque chose qu'on peut me reprocher, parce que ceux qui ne comprennent pas ça sont toujours dans le fait d'être superficiel, alors que moi je me trouve profondément ancrée, comme vous le disiez justement, et qu'en fait on me croit un peu légère, un peu superficielle, pas vraiment tournée vers les choses sérieuses, alors que c'est tout le contraire, voyez. Donc c'est pas grave. Oui, mais Magali, ils parlent d'eux, et vous et quelque part ils parlent d'eux, et ça montre leur fragilité. Donc soyez plutôt tranquille, et quelque part soyez indulgente avec eux-mêmes, parce que c'est eux-mêmes qui visiblement manquent un peu de profondeur. Donc il faut juste les laisser parler, et puis c'est pas de vous dont ils parlent, visiblement c'est bien d'eux. Et puis la mélancolie, c'est en fait un sentiment
normale face au réel. Simplement, il ne faut pas s'effondrer dans la mélancolie, mais elle est là et c'est elle qui ensuite vous permet le genre d'expérience que vous avez vécu ce matin et de réactiver la vie et le désir. Mais le désir, on n'est pas dans le superficiel, on est dans des choses très, très profondes et vous l'avez parfaitement explicité, la profondeur de ce rapport à la vie, à l'existence. Et la mélancolie est une émotion naturelle, profonde, Absolument. Juste aussi. Merci beaucoup Magali. On fait une petite pause et on va se retrouver pour le Sexo Conseil. On va parler de l'orgasme féminin. Brigitte Lahaie, Sud Radio, le Sexo Conseil. Alors c'est peut-être un Sexo Conseil, Barbara Polla, qu'on pourrait envoyer à Jérôme, qui nous appelait tout à l'heure et qui parlait de l'érection et on parlait de l'équivalent du féminin. L'orgasme féminin, c'est toujours plus complexe par rapport à l'orgasme masculin qui semble-t-il quand même est un peu plus mécanique. Je trouve que les comparaisons ne doivent pas être faites parce que c'est pas très, ça n'a pas beaucoup de sens. Et c'est vrai que la femme, pour avoir un orgasme, doit gérer plus de paramètres qu'elle doit évacuer, si je puis dire, parce qu'elle doit... beaucoup de femmes restent un petit peu plus dans du cérébral, dans du contrôle, et il faut en effet s'abandonner, et il faut se mettre de côté tout ce qui se passe par la tête, du genre, zut, j'ai oublié de mettre mon téléphone sur silencieux, zut, j'ai oublié d'aller acheter le pain, enfin, on sait très bien qu'il y a chez la femme, d'où l'expression la femme au foyer, il y a une sorte de continuation dans l'esprit de tout ce qu'il faut faire pour que le quotidien soit là. Voilà. Donc ça, heureusement, toutes les femmes ne sont pas comme ça, mais beaucoup de femmes sont quand même encore toujours avec ces pensées parasites. Et notamment aussi, ce qu'on oublie, c'est que les bruits parasites sont aussi un grand handicap pour l'orgasme féminin. Par exemple, le chat qui va jouer avec les chaussures qui sont au pied du lit, c'est un grand obstacle pour un orgasme féminin, alors que ça ne va pas forcément gêner l'homme quand il est dans son plaisir. Donc le moyen pour éviter toutes ces pensées parasites, eh bien, c'est de revenir aux sensations corporelles. Il n'y a pas d'autre solution, parce que de toute façon, il y a toujours un truc qu'on risque d'oublier. Et donc, il ne faut pas les formuler par la pensée, mais il faut ressentir. Et pour ressentir, eh bien, le seul moyen, c'est de se calquer sur la respiration. Revenir à la respiration, et à ce moment-là, on va revenir dans la sensation dans le corps. Et plus vous allez respirer lentement, plus vous allez respirer par le ventre, plus ce sera immédiatement en rapport avec les sensations du corps. Alors, c'est facile à dire. Moi, je pense que très souvent, ça nécessite quand même un entraînement en dehors de la sexualité, c'est-à-dire un entraînement soit dans la relaxation, dans le yoga. Enfin, aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui permettent d'être plus en relation avec sa respiration. Et après, quand vous commencez à être en relation avec votre respiration dans le quotidien, si je puis dire, vous pourrez mettre ça en pratique dans le rapport sexuel. Mais chaque fois que vous aurez une petite pensée, il faudra revenir à la respiration et à la sensation. Parfois, la musique, quand on parle de musique, évidemment, on parle de musique sans parole, pas des chansons. Ça peut aider aussi à éliminer les éléments extérieurs. Pas trop de lumière aussi. J'ai remarqué que pour beaucoup de femmes, un peu trop de lumière, même si les hommes aiment bien la lumière, ça peut les gêner. De même, pas trop d'odeur qui serait trop forte. Voilà, donc c'est important pour que la femme puisse arriver à l'orgasme, qu'elle puisse être dans le lâcher de tout ce qui l'entoure. Voilà. Alors après, je sais qu'il y a des femmes qui sont très très sexuées, et donc elles n'ont pas ce problème-là, mais malheureusement beaucoup de femmes sont dans qu'est-ce qu'il va penser si, etc. Bon, d'abord, j'adore l'orgasme féminin, bien sûr, mais je dirais peut-être aussi que il y a
vraiment différentes formes d'orgasme pour les femmes. Il me semble, ma propre expérience, qui a en fait un modeste expérience, qu'il y a un éventail en fait d'orgasmes qui sont très différents les uns des autres, mais tous supposent une concentration sur soi-même. Et c'est vrai que de se concentrer sur nous-mêmes, c'est pas quelque chose qui est toujours valorisé depuis. Oui, vous parliez de ce toujours. Besoin de plaire qui nuit aussi beaucoup à se lâcher, à s'offrir. Moi, j'aime bien l'expression la femme se donne, s'offre. Elle n'est pas passive. Elle s'offre. Et dans ce terme, ça veut bien dire qu'on lâche le reste pour vraiment s'offrir et s'ouvrir. À ce qui arrive et aussi à l'orgasme tant qu'à faire. Patrick, bonjour. Oui, bonjour Brigitte et bonjour à toute l'équipe. J'avais déjà appelé il y a quelque temps de ça suite à un problème en fait au couple avec ma femme. Depuis la naissance des enfants, a eu une grosse perte de libido. Et du coup m'a laissé un petit peu de côté, en quelque sorte, sexuellement parlant. Et dans votre thème d'aujourd'hui, m'a rappelé un petit peu le fait que, au final, il n'y a pas forcément que la sexualité qui compte sur le couple. Le fait d'avoir un couple uni peut satisfaire. Après, il est vrai qu'un couple a besoin de sexualité et il faut juste essayer de trouver des moments intimes et de se retrouver. Et ça, je trouve que c'est très important. Oui, ce que vous dites est important aussi, parce que un couple, c'est aussi du désir d'être ensemble et du désir qu'on se donne et qu'on reçoit, qui n'est pas uniquement sexuel, évidemment. Tout à fait. Et suite à vos conseils, on a avancé sur des moments. On s'est dit, voilà, tel jour, on se prend un petit moment pour nous. On l'a pris et on reprend doucement la sexualité qu'elle a perdue. En fait, l'envie qu'elle a perdue. On n'y va pas forcément que sur les rapports sexuels. Ça peut être juste des caresses, des massages, juste un moment entre nous. Et ça permet de petit à petit reprendre le chemin de la sexualité au sein du couple. Il y a combien de temps qu'il y a eu cet arrêt de sexualité chez votre femme ? Disons que c'était déjà à l'arrivée du premier enfant, il y a déjà une grosse baisse de sexualité. Et à l'arrivée du deuxième, là par contre c'était flagrant. Je pense qu'il y a eu un surbooking entre la vie de couple, la vie de travail, enfant, métro, boulot, dodo, comme dirait tout le monde. Mais l'excès de fatigue, c'est une chose, et l'arrêt de la libido, c'est une autre chose. Mais c'était il y a combien de temps, ce deuxième enfant ? Ça remonte déjà à 7 ans, le dernier. 7 ans, c'est normalement, ça devrait quand même, vous devriez avoir retrouvé quand même un peu plus de sexualité. Donc il faut, même si pour l'instant vous semblez quand même satisfait des progrès, c'est intéressant parce que on en parlait hors antenne, Barbara Polla, des enfants qui chez les femmes sont quand même un symbole de désir et de vie. Oui, c'est vrai qu'il y a... je parle à la fois comme médecin et puis aussi de ma propre expérience avec mes 4 enfants. C'est vrai que les femmes se concentrent beaucoup sur les enfants après la naissance. C'est très bien, mais c'est vrai que 7 ans, c'est long et il va falloir trouver un chemin. Peut-être que étant donné que c'est vous qui êtes à l'antenne et que c'est à vous que nous parlons, peut-être, en fait, pour vous, trouver un chemin pour enchanter la réalité, pour faire vibrer votre épouse à nouveau pour vous. Et une des manières de faire, ça peut être bien sûr de la décharger par rapport aux enfants, mais de lui parler aussi, et de lui parler de l'avenir, de lui parler du fait que vous êtes ensemble et que vous allez être ensemble pour toujours, ou pour longtemps,
peut-être pas, mais que le but, il est là, et que donc, ce chemin que vous allez suivre ensemble, il est important de l'enchanter par le désir réciproque, et peut-être que en lui montrant à quel point vous la désirez, non pas de façon, disons, sexuelle, trop active, mais avec les mots, les mots qui permettent de faire ressentir le désir que vous avez pour elle, que vous avez pour le désir de faire l'amour, et l'amener petit à petit à s'ouvrir à vous à nouveau, comme c'était le cas avant, j'imagine. Et puis lui aussi, la rassurer en lui disant que ça n'a rien à voir avec le fait d'abandonner les enfants. Au contraire, c'est s'ouvrir à la vie, et c'est votre rôle aussi d'une certaine façon de la rassurer sur le fait que en fait les enfants ils vont grandir, c'est très bien, mais vous êtes là. Vous souffrez actuellement de la situation, ou ça vous convient, Patrick ? Non, bien sûr que j'en souffre, parce que je suis un homme et je reste un homme, et on a tous des désirs, des envies. Il y a forcément aussi des personnes, parfois on voit qu'on est désirable. Donc effectivement, il y a ce manque, c'est clair et net. Mais j'essaye de faire, moi, l'effort de voir comment ça avance. Je vois qu'il y a une évolution et que ça revient petit à petit. Effectivement, comme vous le dites, il faut le mettre par les mots, ne pas parler de sexualité directe, parce que sinon ça se braque tout de suite, et du coup essayer de retrouver la femme que j'avais avant d'avoir les enfants. Mais vous avez aujourd'hui à nouveau de la sexualité ou pas ? Ça recommence, doucement. D'accord. Parce que, et vous pensez qu'elle souffre de son manque de désir pour vous ? Complètement. Je pense qu'elle doit se mettre à part, parce qu'elle a pris beaucoup de poids par rapport aux différentes grossesses, donc elle se sent moins désirable. Parce que ce qui est important, Patrick, sérieusement, c'est important si vous sentez qu'elle en souffre. Parce que si elle n'en souffre pas, malheureusement, c'est même pas la peine. Mais si vous sentez qu'elle en souffre, la solution, c'est peut-être qu'elle aille consulter quelqu'un, un très bon thérapeute sexothérapeute, pour comprendre pourquoi, à partir du moment où les enfants arrivent, et puis visiblement dès le premier, pourquoi elle perd le désir. Parce que il n'est pas perdu, il est endormi. Et il est endormi parce qu'il y a dessus un dossier, comme dit très joliment Philippe Arlin, un dossier qui parle d'elle et qui parle certainement soit d'une blessure, soit d'un traumatisme, soit de quelque chose, d'une croyance. Et c'est ce dossier-là qu'il faut ouvrir. Et ensuite, il va tomber, et à ce moment-là, elle pourra retrouver le désir. Mais ça, c'est si elle souffre de manquer de désir pour vous, et si elle a peur de vous perdre, là, ça vaut vraiment le coup qu'elle aille consulter. Sinon, il y a peu de chances qu'elle aille consulter, parce que si elle souffre pas, c'est vous qui souffrez. Et donc, quand on souffre pas, on frappe pas à la porte d'un thérapeute. Vous comprenez ? Oui, c'est sûr. Oui, j'ai compris, tout à fait. Est-ce que si votre sexualité allait bien avant que le premier enfant arrive, c'est qu'elle est quand même apte à aimer la sexualité, et donc il n'y a pas de raison qu'elle ne le retrouve pas, ce plaisir. Ah, tout à fait, effectivement, oui, il y avait des envies, des réels. Donc il faut essayer de lui ouvrir les yeux, et puis si elle veut bien aller consulter, je pense que ça peut revenir beaucoup plus vite quand même. Et puis lui parler beaucoup d'amour. L'amour est l'essence de l'érotisme existentiel, et c'est aussi ce qui va la pousser effectivement, elle, à vous retrouver. L'amour et la confiance. Merci en tout cas, Patrick. Merci beaucoup. Une petite pause, et puis il est déjà temps de conclure. On ferait presque 1 heure de plus avec vous, Barbara Polla. Oui, À tout de suite. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Barbara Polla est avec nous, et je vous rappelle qu'elle est l'autrice de ce manifeste pour un érotisme existentiel. C'est un essai aux éditions BSN Presse que vous avez coécrit avec Véronique Caillé, qu'on donne de temps en temps son nom quand même. Le sous-titre
concrétiser le réel. Et dans ce livre, vous nous montrez à quel point, eh bien oui, il faut être toujours, à chaque instant de sa vie, dans le désir, même quand ça va mal, parce que c'est le seul moyen d'être heureux. Hein. Et c'est pas si compliqué que ça quand on vous lit. Enfin, moi, j'ai trouvé que c'était un joli guide. Vous donnez des outils. Voilà, donc n'hésitez pas, si vous avez envie de vous procurer ce livre qui se lit comme ça. J'allais dire qui se déguste par petites pages comme ça de temps en temps. Enfin, moi, c'est comme ça que je l'ai lu. Et je voulais en profiter aussi, puisque je sais que vous aimez bien Colette aussi, vous m'en voudrez pas, de rappeler ces 2 ouvrages de Colette qui viennent de sortir et qui sont aussi des jolis livres sensuels. Le premier, c'est Moi, c'est mon corps qui pense. C'est aux éditions Payot. Ce sont différents chapitres sur les sens, sur tout ce qui fait qu'on est dans la sensualité, sur le feu, sur la caresse, etc. Et puis ressort également Le pur et l'impur de Colette, un très beau livre de Colette également. Alors, on va conclure avec Sophie qui est avec nous. Bonjour Sophie. Bonjour Brigitte. Merci de dire bonjour aussi à Barbara qui est avec nous. Bonjour Sophie. Ah Barbara, bonjour. Bonjour. Oui. Alors, vous avez eu un peu de perte de désir et vous associez ça à une baisse d'estime de vous-même, c'est bien ça, Sophie ? Surtout par rapport à la ménopause, j'ai remarqué depuis 5 ans que je suis ménopausée, que j'ai beaucoup moins de pulsions qu'avant, et les pulsions que j'avais me donnaient beaucoup d'énergie. Pour aller à la rencontre des hommes et des femmes, enfin faire beaucoup de légèreté. Et depuis la ménopause, c'est comme une chape de sérieux qui s'est mise avec moins de désir et moins d'énergie. J'ai l'impression d'être aussi beaucoup plus sélective. Alors là, Sophie, elle a bon dos, hein, la ménopause. Mais il est vrai que dans l'inconscient collectif, pour beaucoup de femmes, c'était le cas en tout cas au siècle dernier, une femme ménopausée, c'est une femme qui n'a plus de désir, c'est une femme qui doit devenir sérieuse. En général, elle doit plus porter des vêtements un peu sexy, ça va, elle est au rencard, la femme ménopausée. Mais ça, c'était une croyance, une idée reçue. On sait aujourd'hui, et je ne cesse de le répéter, la ménopause n'a aucune influence sur le désir, sur la libido, sur la sexualité féminine. Il n'y a aucune raison que le désir ne soit plus là au moment où la ménopause arrive, même si bien sûr c'est pas très agréable les bouffées de chaleur, c'est pas très agréable tout ça, mais ça n'a aucune influence réelle sur le désir. C'est peut-être lié au physique des hommes de mon âge qui ne me plaisent pas trop, finalement, peut-être. Ah oui, ils sont un peu bedonnants, souvent, les hommes de plus de 50 ans. Il y a des hommes plus jeunes. Et oui, mais moi j'ai envie de construire quand même quelque chose, parce que j'ai eu pas mal de relations avec des hommes plus jeunes, plein d'énergie. Non mais Sophie, il faut à un moment donné accepter de vieillir. Accepter de vieillir, ça ne veut pas dire tout abandonner, ça veut juste dire que dans la sexualité, oui, on a un corps peut-être moins parfait et on va rencontrer un homme qui aura aussi un corps un peu moins parfait. Mais ça n'a pas grande importance parce que on vit pas la sexualité avec les yeux grands ouverts et on vit la sexualité par ce qu'on va ressentir. Et donc, ce qui est important, c'est de trouver un homme qui sache vous caresser et dont la peau correspond à la vôtre. Et à ce moment-là, l'alchimie va être là, le désir, vous allez le retrouver. Mais il faut tordre le cou à toutes ces idées que vous avez mises en place dans votre tête. Oui, bien sûr, mais l'attraction, je trouve, c'est important quand on rencontre des personnes. Il faut quand même au début quelque chose qui nous attire, du charme. Oui, bien sûr, mais du charme, c'est pas forcément un corps d'athlète. Et c'est le charme, ça peut être dans un regard, ça peut être dans un sourire, ça peut être dans un geste. Vous partez perdante, hein, Sophie.
Non, c'est que j'ai remarqué que c'était lié beaucoup à mon humeur, si je me sens bien dans ma peau, si je suis pas trop fatiguée. C'est pour ça que je parlais de la ménopause, parce que les choses sont... Alors, je vais donner la parole à Barbara Polla, qui a plus de 70 ans et qui est dans un désir permanent depuis que je la connais. Et puis, ça fait plus de 10 ans que je la connais. Hein. Donc, Barbara, qu'est-ce que vous pouvez dire à Sophie? Allez-y. Alors, ce que je dirais, c'est que avec la ménopause, ce qui se passe souvent, il se passe rien de, en fait, hormonal ou... Enfin oui, il se passe plein de choses hormonales, mais en fait, il n'y a aucune raison anatomique, physique, pour que le désir cesse. Mais on se sent effectivement, à cause de l'image sociale de la femme ménopausée, on se sent moins désirable. La réponse à ça, pour moi, c'est de devenir un sujet du désir. On devrait l'être d'ailleurs depuis toujours. Pas seulement un objet du désir. L'important, c'est nous d'éprouver du désir. Et d'éprouver du désir, c'est aussi quelque chose qui se cultive. Donc, le désir, si vous n'avez pas autour de vous d'hommes qui vous semblent désirables, eh bien, il y a tellement d'autres possibilités de désirer. Donc, cultivez en fait toutes les possibilités de désirer autour de vous. Mettez-vous dans une position de poétiser le réel, de poétiser, y compris les hommes autour de vous. Regardez-les peut-être d'abord comme des partenaires, des amis potentiels, et puis un jour, l'attraction va revenir, elle reviendra demain, elle reviendra après-demain, pour l'un, pour l'autre, pour plusieurs, mais c'est une question de position, de vous mettre en... Mettez-vous en plaisir, mettez-vous en position de plaisir par rapport à vous-même. Regardez-vous dans le miroir, regardez comme vous êtes belle, souriez-vous dans le miroir et partez dans la journée et dans la vie avec l'idée que vous allez être pleine de désir. Et puis, dans la boîte à outils du manifeste pour un érotisme existentiel, il y a une chose importante, c'est le mouvement. Mettez-vous en mouvement. En fait, le mouvement, il permet le désir, il ramène le désir pour la vie en général. Enfin, voilà. Et sachez que ça ne s'arrête pas après 70 ans. Donc, il n'y a pas de raison que... Ça s'arrête le jour où on meurt. Oui. Tant qu'on est en vie, on est dans le désir. C'est peut-être notre mot de la fin, Barbara Polla. Oui. Merci Magnifique. Sophie. Et je vous en supplie, retrouvez le désir, je vous en supplie. Ça me fera tellement plaisir. Merci Barbara Polla. Et je crois que, j'espère, beaucoup de personnes vont être tentées de se procurer ce manifeste pour un érotisme existentiel aux éditions BSN Presse. Tout de suite, vous retrouvez Alexandre Delovan pour C'est votre avenir. On sera lundi avec Arnaud Gallet. On aborde évidemment un tout autre sujet puisqu'on reviendra sur les abus sexuels sur enfants et sur les traumas que ça provoque, et on essaiera de garder le désir malgré tout, parce que c'est important aussi de comprendre qu'on peut s'en sortir.